Bonjour jeunes gens, alors petit disclaimer avant de commencer cette vidéo. À cause d'un micro défectueux, j'ai quelques légères sautes dans le son par moment. Alors il n'y en a pas beaucoup, c'est pas grand chose, et si je vous l'avais pas dit, vous l'auriez peut-être même pas remarqué. Malheureusement, comme vous pourrez le constater, cette vidéo n'était pas retournable, et donc j'ai fait avec. Donc je m'excuse par avance et je vous souhaite un bon visionnage. À la cuisine, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Bon, aujourd'hui, on est reparti pour une vidéo dégueulasse. Alors, est-ce que vous connaissez ça? Alors, c'est pas un placement de produit, je n'ai pas été payé pour lancer machin. Je vous présente ça parce que c'est une boisson rigolote. C'est un soft, donc c'est pas de l'alcool, c'est une boisson pétillante. Je crois que c'est suisse, oui, un petit drapeau suisse dessus, donc Rivella pour ceux qui ne connaissent pas. Et si vous ne connaissez pas, ça se trouve dans certaines grandes surfaces. Moi, je l'ai trouvé. Bah oui, chez Leclerc, on va le dire, on s'en fout, c'est pas un sponsor. Alors au premier abord, ça ressemble à un soft tout à fait normal, sauf qu'il a une petite particularité, il est fait avec du petit lait. Donc pour ceux que la vidéo d'aujourd'hui va dégoûter, si vous voulez tenter de boire du petit lait, comme dans l'expression consacrée, sans être obligé de tremper les lèvres dans un truc qui va pas avoir à goûter, ça c'est une bonne option, parce que franchement ça se boit très bien. Et donc le petit lait, de l'expression « je bois mon petit lait », qu'est-ce que c'est? Ça va être le résidu un petit peu dégueulasse de ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas encore ce que je vais mettre exactement comme miniature, comme titre dans la vidéo, je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu putaclic, mais concrètement aujourd'hui, on va digérer du lait, on va le faire moisir, et après, on va le manger. Alors les plus dégourdis parmi vous savent que je parle simplement du processus de fabrication du fromage, mais vous allez voir qu'à la fabrication, c'est rigolo, surtout quand c'est fait maison. Et c'est bien dégueulasse. Enfin, en fait, non, c'est pas dégueulasse, mais les plus fragiles d'entre vous auront peut-être un petit haut le cœur quand ils verront le résultat. Bon, on va ranger ça, on n'en a plus besoin. Par contre, il va nous falloir un peu de lait. J'ai 10 litres de lait là. C'est beaucoup et en même temps c'est pas grand chose pour faire du fromage. Parce que quand on va digérer, j'utilise volontairement le terme digérer, c'est pas le terme qu'on utilise, on dit qu'on va le faire cailler. Mais le caillage du lait, c'est la digestion du lait. Quand le lait caille, il garde son volume. Mais ce qu'on va en tirer à la fin, ça va diminuer à mort. Et si avec ça je fais 1 kilo de fromage, c'est bien. Bon, alors qu'aujourd'hui, je suis accompagné par Jafar, que vous ne verrez pas, mais qui est ingénieur en microbiologie, et qui va nous faire un petit topo sur la différence entre, on va résumer en 3 types de lait, parce que tous ne marchent pas aussi bien pour faire du fromage. Donc le premier, c'est celui-ci que vous trouvez dans le commerce, donc est-ce que tu peux m'en dire un petit quelque chose? Alors celui-là, c'est le lait UHT, pour ultra haute température. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est environ 135 degrés, mais sur un temps très court, seulement quelques secondes, pour conserver quand même les propriétés organoleptiques du lait. Grâce à ce traitement thermique, tu peux le conserver à température ambiante pendant plusieurs mois, mais au frigo par contre, une fois que tu l'auras entamé. Et donc, 135 degrés, on tue tout, quoi. C'est ça. D'accord. Celui-ci est un peu différent, parce qu'il n'est pas stérilisé UHT, ultra haute température, il est juste pasteurisé. Et c'est pour ça qu'il était au rayon frais, parce que du coup... Parce que la pasteurisation, on monte le lait à température, mais une température beaucoup plus faible, aux alentours de 70 degrés. On atteint à peine le seuil nécessaire pour tuer les bactéries pathogènes, les bactéries dangereuses qui peuvent être présentes dans le lait, et on redescend en température. Et évidemment, le dernier, c'est le lait cru. Alors bon, là, j'en ai pas, mais le lait cru, Directement sorti du pied de la vache et refroidi. Voilà. Donc par contre, celui-ci, il est susceptible de contenir un peu tout et n'importe quoi. Donc pour les personnes fragiles. On abrège ça souvent par l'acronyme YOPI, Young, Old, Pregnant and Immunodepressive. Donc le lait cru, si vous avez des problèmes, si vous êtes enceinte, si vous êtes fragile, non. Dans le cas contraire, je vous invite quand même à essayer parce que c'est un lait qui sent le lait. C'est-à-dire que ça, à côté, ça sent à rien du tout. Le lait cru, ça sent la ferme, ça sent la vache. Voilà. Faut aimer, ça sera pas du goût de tout le monde, mais si vous avez l'occasion d'essayer, franchement, essayez. De même que le lait entier qui a encore toute sa crème,
Voilà, c'est un autre goût. Et puis surtout, une fois que vous serez fait votre cure de lait cru, vous aurez plus la chiasse de tout l'hiver. Bon, donc Le lait cru, tu peux le faire bouillir aussi. oui, c'est pas faux, le lait cru, on peut toujours le faire bouillir. Mais du coup, on perd justement un petit peu le goût et tout ça, parce que c'est quand même un peu les micro-organismes qui sont dedans qui lui donnent aussi son goût. Il faut pas acquiescer, il faut dire oui, sinon les gens ils vont... Oui. Bon, alors, le lait UHT, ça marche, mais le mieux, après, pour que ça donne quelque chose, il faut l'ensemencer, lui filer des ferments. Notamment si vous voulez faire des yaourts, bah ça marchera pas si vous mettez pas quelque chose dedans. Le lait pasteurisé, on a déjà plus de chances qu'il devienne du fromage tout seul. Même s'il va falloir qu'on fasse gaffe à 2-3 trucs, on va en reparler. Et le lait cru, bah, tout ce qui est dedans, en fait là on va faire une gigantesque boîte de pétri de 10 litres. Et donc tout ce qui se trouve dedans va trouver tous les nutriments et tout ce qu'il lui faut pour pousser. Et donc ça peut potentiellement donner un grand n'importe quoi. D'où l'intérêt de faire un peu place nette quand on fait du fromage. Je vous raconterai mes aventures dans le domaine. Alors donc aujourd'hui on va faire du from-cul, hein, on va pas faire de yaourt, mais on va faire un petit point yaourt quand même. Parce que le fromage, ce qui fait du fromage, ce sont les moisissures. Les yaourts, par contre, ce sont des bactéries. Donc moisissures, champignons. Le yaourt, c'est des bactéries, mais pas n'importe lesquelles. Parce que si vous voulez faire du yaourt, vous devez absolument avoir 2 bactéries dedans. Vas-y, explique-le, tu le diras mieux que moi. Les 2 bactéries requises pour pouvoir appeler ton yaourt du yaourt, c'est Streptococcus thermophilus et Lactobacillus delbrueckii. Avec ces 2-là, t'as du yaourt. Avec d'autres bactéries, c'est un dessert lacté fermenté. D'accord. Mais alors, si tu veux faire du yaourt, finalement, le plus simple, c'est de prendre un yaourt préexistant et de s'en servir pour fermenter ton lait, alors. Tout à fait, Bon. c'est ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, pour digérer ce lait, parce qu'on va littéralement le digérer, on a besoin d'un truc rigolo. C'est ceci. Ça s'appelle la présure. Vous trouverez des fois présure lactique, là il y a écrit présure extrait. C'est une... Alors déjà, ça se trouve en pharmacie. Voilà, vous allez dans une pharmacie, vous demandez de la présure, normalement ils ont, parce qu'il y a énormément de gens qui font leur fromage eux-mêmes, et puis ça sert probablement à tout un tas d'autres choses, et à la limite aujourd'hui on s'en fout. Et donc, là où c'est rigolo, c'est, je vais vous lire, ingrédients, extrait liquide obtenu à partir de caillettes de jeunes bovidés, chlorure de sodium, conservateur. Alors les caillettes de jeunes bovidés, qu'est-ce que c'est? Une caillette, c'est un estomac de veau. Alors c'est pas tout l'estomac, parce que au cas où vous ne sauriez pas, les ruminants ont 4 poches. Hein, on dit qu'ils ont 4 estomacs, mais ils ont 4 poches qui chacune servent à autre chose. Et donc la caillette, c'est la dernière poche chez le veau qui sert à digérer le lait de sa mère. Et donc cet estomac sécrète une enzyme qu'on appelle la présure, et c'est ce truc-là. Donc ça, c'est littéralement une enzyme digestive de veau. Donc, je vous le disais, dans le truc un peu dégueulasse, aujourd'hui c'est pas mal, on va digérer du lait avec un suc gastrique, enfin c'est pas un suc gastrique du tout, non ça c'est faux, avec une enzyme digestive de veau, voilà, ça ressemble à ça, on montrer à l'autre caméra éventuellement, on verra peut-être mieux, ou pas, non. Voilà, bon. Et donc, pour digérer le lait, on va pas pouvoir le faire tel quel, parce que là, il sort du frigo, donc il doit être à une poignée de degrés. Dans l'estomac du veau, le lait est à 37 degrés. Donc si on veut que cette enzyme soit active et fasse quelque chose, il va falloir qu'on chauffe le lait d'abord. D'où cette gigantesque marmite. Alors vous n'êtes pas obligé de faire 10 litres, évidemment, mais si vous voulez une certaine quantité de fromage à l'arrivée, il va en falloir un peu. C'est-à-dire que si vous avez juste 1 litre, votre from-cul à la fin, ça va être un truc minuscule. Donc c'est bien d'avoir un peu de lait, et c'est bien d'avoir une grosse marmite, même si vous pouvez tout à fait le faire dans 3 casseroles à la fois, si le cœur vous en dit. Alors soit dit en passant, Jean-Claude m'a dit qu'il a régulièrement des Turcs qui viennent lui acheter du lait cru, parce que c'est vrai qu'il y a une spécialité turque, c'est le lait caillé, justement, et si vous avez jamais goûté ça, je vous invite à aller dans le kebab le plus proche et soit lui en demander, soit lui demander où en trouver, parce que les Turcs, c'est une spécialité turque, et je suis sûr que même s'ils n'en consomment pas, ils savent où en trouver. Ils ont probablement des commerces spécialisés, c'était pourtant pas un mot compliqué. Mais donc du coup, je vous invite aussi à essayer le lait caillé, c'est franchement pas mauvais. Ah oui, alors j'ai oublié, maintenant il va nous falloir autre chose d'important. Une sonde
une sonde de... Une sonde de température qu'on appelle aussi un thermomètre. Oui, non, mais je cherchais s'il n'y avait pas un nom particulier pour les trucs de cuisine. Bon, c'est un thermomètre de cuisine. Voilà. Alors, tout ça, ça va partir sur la plaque chauffante. C'est pas un feu du coup, mais un feu doux, parce qu'il va falloir qu'on monte tout doucement. Le but, c'est pas de cuire le lait en dessous et de l'avoir encore frais au-dessus. On va le monter en température tout doucement et on va surveiller cette température avec du coup notre thermomètre culinaire. Enfin, je sais pas, c'est une sonde de bas les couilles. De toute façon, vous le connaissez tous, le thermomètre qu'on met dans la bouffe pour savoir si c'est à la bonne température. Là. Alors, on va y aller tranquillou, plus tranquillou que ça, voilà. Alors, je vais donc me servir de ça, 9 € sur Amazon, et puis sinon, bah, de toute façon, son culinaire, quoi. Alors, pour commencer, notre lait est à... Là, tout de suite, il est à 6 degrés. Il va nous falloir 30 degrés de plus. Bon, alors, pendant qu'on les chauffe, il faut quand même que je vous raconte un truc rigolo. Comment on en est arrivé à se dire « Hey, on va prendre un estomac de veau, on va prendre la présure, un machin, et ça va donner du fromage ». Il y a bien quelqu'un qui a inventé ce truc-là. Et donc, comment a été inventé ou découvert le fromage en fonction du point de vue? Alors, on a une hypothèse intéressante. Évidemment, c'est invérifiable parce qu'on parle d'un truc qui s'est passé il y a... à la préhistoire, quoi. Mais il y a des mecs qui se sont dit « Imagine, t'as un mec, dans le désert, qui trimballe du lait de chamel dans une outre faite avec la panse comment on appelle un bébé chameau? Un chamelon. Un chamelon, voilà. Et je cherchais un truc en haut, je me disais ça se marche pas. Alors, donc, on pense que peut-être quelqu'un, quelque part, a utilisé une panse faite avec l'estomac alors que ce soit d'un veau, d'un chamelon, d'un bébé animal, hein. Et il a stocké du lait là-dedans. Or, après un voyage, par exemple, au milieu du désert, d'un campement à l'autre, si c'était des nomades ou quelque chose comme ça, son outre qui restait à une température relativement élevée, hein, donc proche du corps, dans les 37 degrés, quand il a ouvert son outre, il s'est dit « Ah tiens, mon lait, c'est devenu du gel ». Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'à une époque où t'avais pas d'hôpitaux, t'avais pas de machin, et si tu faisais une intoxication alimentaire, c'était réglé, le mec s'est quand même dit je vais goûter. Parce que quand t'as du lait à la base et que tu vois ce truc à la fin, tu te dis il s'est passé un truc bizarre. Mais donc on se dit que le fromage a peut-être été découvert de cette manière-là, par accident, par quelqu'un qui a stocké du lait dans une outre faite d'une panse d'animal, qui n'était pas tout à fait nettoyée, pas tout à fait sèche, et donc qui contenait encore de la présure, des enzymes. Et on se dit que le fromage a probablement été inventé, si ce n'est comme ça, un truc du style. Alors, ceci dit, le gaillard, je le comprends quand même plutôt bien, parce qu'il faut reconnaître que le lait caillé, aussi étrange que ça puisse paraître, ça sent quand même pas mauvais. Bon, c'est vrai que dans notre société aseptisée aujourd'hui, le simple fait de digérer du lait dans une casserole, il y a des gens qui vont avoir des hauts le cœur devant la vidéo, je le sais. Mais fut une époque, oui non, c'était normal de bouffer des trucs faisandés. Donc c'est vrai qu'à la limite, c'est plutôt logique que le mec ait tenté l'expérience. Et en fait, c'était une bonne idée. J'ai ouï dire que si vous avez un réchaud à gaz, vaut mieux carrément partir au bain-marie, parce que si vous le faites sur un feu directement, vous risquez de cuire le lait en dessous, et c'est absolument ce qu'on veut éviter. De la même manière, le lait, faut le touiller avec gentillesse, il faut pas casser la structure du lait. C'est ça le mot que je cherchais la dernière fois, la cinérèse. Le phénomène qui fait que tu as la formation d'un gel d'un côté, et le liquide qui vient surnager en surface. D'accord, bon, et alors ce qu'on va faire plutôt, c'est une cinérèse. Alors en ce qui me concerne, moi j'avais absolument jamais entendu ce mot nulle part. Comme ça, on se couchera tous moins cons. On se couchera con quand même. Alors je ne sais pas si ça va bien se voir à la caméra, mais comme j'ai versé du lait froid dans ma marmite, bon, il y a de la condensation là partout, et en dessous la condensation disparaît, le lait commence doucement à arriver à température ambiante. Bon, 32 degrés. La température corporelle d'une vache, c'est 37. Je sais pas, à vrai dire, j'ai des informations contradictoires là-dessus. Par exemple, l'emballage de la présure, là, il dit 30 degrés.
Et j'ai trouvé des trucs sur internet qui disent 37. Et les fois précédentes que je l'ai fait à 37, ça marchait très bien. 38. Comme les 38 chiens. degrés. Bon, bah, ouais. Donc 37, c'est bon, on a de la marge. Alors je suis persuadé que pour la conception de certains fromages, ils doivent être au dixième de degré près quand ils font leur truc et tout. Mais nous, on va le faire comme des barbares. On va dire 37 à peu près. Bon, nous sommes à 37,3. Ça devient bon. Et maintenant, on va emprésurer notre lait. Il est à peu près 37 degrés. Hein, on fait du 12 par sec aujourd'hui, c'est de l'à peu près. Et alors, niveau dosage, ça nous dit 3 à 4 gouttes... 3 à 4 gouttes par litre de lait tiède. Agiter puis laisser au repos pendant 24 heures. Donc, 3 à 4 gouttes. La dernière fois que j'ai fait ça, j'étais à presque 5 gouttes par litre, c'était pas trop mal. Mais du coup, on va... 40 gouttes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 37, 38, 39, 40 et voilà, un petit pourboire. Bon, il me reste pas grand chose. Hein. Alors, bon, j'en ai déjà beaucoup utilisé, mais je crois que j'arrive doucement au bout. Alors, on va touiller encore un bon coup, histoire de mélanger la présure au lait. Je vais vous mettre ici, c'est un peu plus dans le cadre de la caméra. Bon, alors, la réaction n'est pas instantanée, mais elle est rapide quand même. Là, je vais laisser le lait reposer quelques minutes. Donc, si vous regardez, le lait est tout à fait liquide. Pour le moment, c'est encore juste du lait. Mais on va regarder ce que ça va donner dans... Allez, disons dans 20 minutes. Bon, alors j'ai pas attendu 20 minutes, j'en ai attendu 30, histoire de... Voilà. Mais on va quand même regarder à quoi ça ressemble maintenant. Au bout de 30 minutes, jusqu'ici ça ressemble toujours à du lait. Mais regardez ce qui se passe quand je mets ma cuillère dedans. Mon lait est devenu... Ouais, encore que à la caméra, c'est vrai que c'est pas dit que ça se voit très bien. Mon lait a commencé à se gélifier. Il caille, tout simplement. Alors, je vais le laisser tranquille. Ouais, hein. Parce que ça veut juste dire que le processus est en route. Voilà, il a commencé à être digéré. Plus je vais attendre, plus il va se gélifier, et a priori, mieux c'est. Dans les fromageries, ils attendent 24 heures. Nous, on va... là, il est raisonnablement tard. Demain matin, je m'y remets. Ça suffira amplement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est très très simple. On va laisser ça ici. Et on va le laisser reposer toute la nuit. Et donc, d'un côté, on aura... le caillé, c'est comme ça que ça s'appelle, le caillé, et de l'autre côté, on aura le petit lait ou le lactosérum. Donc la fameuse cinérèse dont on parlait tout à l'heure. On aura... En fait c'est ça qui est rigolo, c'est que si on fait rien, on revient demain, il y a des chances que ça ait toujours la même tronche, mais c'est qu'en y touchant qu'on va voir la différence. Bon, et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions, on va faire une petite transition ellipse. Oh putain, si on pouvait toujours faire passer le temps aussi vite. 12 heures viennent de se passer et ça a aucune tronche. Je vais vous montrer ça à la deuxième caméra. J'ai oublié qu'il y avait 10 kilos. Alors, non. Est-ce que ça se laisse orienter un peu comme ça? Oui, vaguement. Ça a l'air dégueulasse. Et en fait, ça sent le fromage. Bon, alors voilà notre lait caillé. Alors pour le moment, on a un mélange de caillé et de lactosérum, de petit lait. Maintenant, le tout, ça va être de les séparer. Alors, niveau consistance, on est sur du bon gel quand même. Là. Je suis sûr qu'il y en a un ou deux devant sa vidéo là qui a des Holker. Et pourtant, ça, c'est du fromage frais. C'est très bon et ça sent bien le fromage en plus. Bon, mais là, on a 10 litres qu'il va falloir séparer. Ça va être rigolo. Alors, je vais commencer avec ça pour que vous voyez bien. Et comme ça, on pourra voir la gueule du lactosérum. Après, je sais pas si je vais garder le tout. Hein. Je vais garder le caillé, mais le lactosérum, il va probablement finir à l'évier, au moins en partie. Ensuite, je veux un... Putain, c'est le matin. Merci, une passoire. Et... Le caillé est très fin quand même. Donc si je me contente de le mettre dans la passoire, il y a les 3/4 qui va passer avec. Donc on va rajouter dans la passoire une étamine
Alors une étamine, c'est rien de plus sorcier qu'un tissu très fin. Vous pouvez prendre un torchon à vaisselle s'il est propre, évidemment. Hein. Parce que je vous rappelle que là, on a une boîte de pétri de 10 litres. Donc si vous avez fait 3 fois la vaisselle avec, ça risque d'avoir une drôle de tronche à l'arrivée. J'ai bien envie de faire ça à la louche. Je me dis que c'est le meilleur moyen de ne pas en foutre partout. Alors vous savez à quoi ça me fait penser ça? Le fromage de mammouth dans Skyrim. C'est totalement ça. Alors, les étamines qui ont rétréci au lavage, c'est un peu chiant quand même, parce que si je dois le faire 25 fois comme ça, on n'est pas sorti de l'auberge. Bon alors, petit problème logistique. J'ai essayé de faire ça avant de faire la vidéo, hein, quand même. Et la première fois que j'ai égoutté mon cahier, bah ça allait beaucoup plus vite que ça quand même. Hein. Donc là, comme ça prend du temps et que j'ai 10 litres, je vais peut-être accélérer un petit peu le processus. Alors, petite ellipse, filtrer 10 litres de lait caillé, ça prend du temps. Alors j'avais essayé une première fois en off hein, pour voir comment ça marchait et c'était allé plus vite que ça dans mes souvenirs. Alors là j'ai divisé le cahier en 3, tout simplement parce que j'avais 3 récipients. Donc là j'ai une simple étamine dans une passoire hein, et en dessous sort le petit lait. Bon, je peux mettre là. Alors ce que j'ai fait, je l'ai un peu brassé pour aider à faire passer le petit lait. Je sais pas si normalement on le fait ou pas. Parce qu'encore une fois, les informations qu'on trouve sur les internets, c'est tout et son contraire. Donc je suis sûr que parmi vous, il y a des gens qui ont déjà fait leur fromage et qui vont dire « Ah non, malheureux, il faut le laisser reposer ». Oui, probablement. Il y a des gens qui vont me dire l'inverse. Donc là, tout de suite, ce que j'ai, c'est grosso merdo une faisselle. Voilà, alors je pense que ça mérite encore un petit égouttage. Je pense que je vais le presser dans un moule. Ensuite, ici, nous avons remarqué... Alors, ici, est-ce que la caméra le voit ? Ici, j'ai une autre partie du cahier que j'ai laissé plus ou moins reposer, en brassant un peu moins, mais en brassant quand même parce que sinon ça s'écoulait pas. Et pour finir, ça c'est sûrement la recette la plus simple que vous pouvez faire avec un cahier. Celui-ci, je l'ai battu au fouet, tout simplement. Et donc j'obtiens quelque chose de beaucoup plus lisse. Je ne sais pas à quel point ça se voit bien à la caméra ou pas. J'obtiens quelque chose de plus lisse. Et ça c'est très simple. C'est juste du fromage blanc. Alors pour la peine, celui-là je vais le transbahuter dans un autre récipient, comme ça c'est fait, parce que mon fromage blanc il est terminé. Les étamines, ça peut être bien de les fixer pour les tenir, vous noterez que je suis moyennement équipé pour la manœuvre, hein, ça reste du bricolage. Alors, mon fromage blanc n'est pas aussi lisse que celui du commerce, hein, il est légèrement grumeleux et pourtant c'est pas faute de l'avoir battu. Néanmoins, il a une très bonne odeur et un très bon goût d'ailleurs de fromage blanc. Alors, paraît-il que le fromage blanc peut se faire par fouettage du cahier et l'adjonction de lait. Bon, Jafar travaillait dans une fromagerie où c'était comme ça qu'il faisait. Celui-ci, je l'ai battu sans rien y ajouter. Ça a très bien fonctionné sans ajouter de lait. Mais au premier essai, on a essayé avec du lait cru. Et il a fait des grumeaux monstrueux et c'était pas du tout un fromage blanc lisse comme on a l'habitude d'en voir. Bon je crois qu'ici c'est terminé. Et voilà. Donc on a déjà dans un premier temps il est bon, un bon fromage blanc, que c'est chiant de montrer à la caméra, voilà, qui va partir aussi sec au frais parce que notre ami là, non seulement il a été fait avec du lait pasteurisé, c'est-à-dire qu'il contient encore potentiellement quelques germes, et en plus, avec toutes les manipulations qu'il a subies, on peut pas exclure qu'on en ait rajouté quelques-uns au passage. Donc eau frais et consommation rapide. Mais j'aime bien le fromage blanc, donc il va pas faire long feu. Ah oui, notez juste, on est parti de 10 litres de lait, donc j'avais à peu près autant dans le saladier que je viens de vider que dans le gros que j'ai encore à côté, là. Et il y a un petit reste dans celui-ci. 10 litres de lait. Là, j'ai peut-être un gros litre de fromage blanc. Allez, à tout péter. Bon, maintenant, on va s'efforcer d'égoutter celui-ci. Alors, il est déjà nettement plus sec que tout à l'heure, mais on va lui passer un petit coup dans la presse à fromage.
Bon alors tout ça, c'est des trucs que j'ai trouvé sur Amazon. J'ai essayé un petit peu de tout parce que je savais pas ce qu'il fallait que je prenne. J'ai jamais utilisé de moule à fromage. Donc j'ai pris un peu tout ce qui venait. Ça, c'est vendu comme des moules à faisselle. Voilà. Pour tout ça, j'ai dû payer un peu plus de 20 balles. Donc ça fait un petit peu cher quand même pour 3 pauvres moules en PLA. Mais quand même, ça c'était vendu, c'était un autre vendeur, c'était vendu à part. Et en fait ça vient avec une presse et je me dis que je vais utiliser ça. Et puis là j'ai des moules un peu plus petits. Voilà, donc je n'ai pas trouvé ça en grande surface. Malgré le fait que je pense que je dois pas être le premier à faire du fromage maison. Néanmoins, regardez autour de chez vous et sinon, j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc on va essayer de presser ce coco, à moins que je le fasse... Non, je vais peut-être essayer de le faire là-dedans, je pense que niveau quantité... Ouais, niveau quantité, on va plutôt le faire dans le petit. On va donc faire déjà ça à la caméra, ça serait mieux. Voilà, on va remplir ce moule de notre faisselle, parce que jusqu'ici, je pense qu'on peut appeler ça de la faisselle. Alors là aussi, je pense qu'il y a des spécialistes de la confection de faisselle qui vont hurler en me voyant faire, je n'ai jamais fait ça. Et dites-vous bien les gens que trouver une recette qui fasse consensus sur internet, c'était un peu compliqué. Chacun a l'air d'avoir la sienne. Et personne n'a l'air d'être tout à fait d'accord, ne serait-ce que sur la température à laquelle il faut faire cailler le lait. De toute façon, je pense que c'est parce que personne n'est d'accord qu'il existe autant de types de fromages différents. Par exemple, pour faire de la tome, il faut tremper son fromage, une fois séché une première fois, dans un bain de saumure. Donc de l'eau saturée en sel. Et ensuite encore le faire sécher. Donc c'est le processus un petit peu compliqué, j'ai peut-être pas envie d'essayer là tout de suite, c'est trop le bordel. Bon, c'est moulé, mais c'est pas pressé, et je suis pas sûr, vu la liquidité du truc, de le presser maintenant. Les 3/4 qui vont sortir vont quand même être plutôt solides. Donc je sais pas, je comptais prendre l'autre moule pour presser par-dessus, mais... Ouais, je sais pas ce que je vais faire. Alors notez que... Il me reste donc... il est bon. Il me reste donc un saladier, avec ça dedans. J'ai cette faisselle, du coup. Et ça avec 10 litres de lait. Vous vous souvenez de la marmite pleine, presque à ras-bord. Donc celui-ci, je sais pas encore quel sort je lui réserve, hein, on va voir. On va improviser. Mais en attendant, il faut quand même que je vous montre ces deux saladiers-là, qui sont remplis de petits laits. Ça, c'est du lactosérum. Je ne sais pas comment la couleur va rendre avec la colorimétrie de la vidéo. J'ai pas pu m'empêcher de constater que la lumière bleue que j'ai sur mon côté, sur les autres caméras, elle sort violet, donc je sais pas, bon, c'est jaunâtre. C'est un peu... Je sais pas à quoi je pourrais comparer ça. C'est difficile de le comparer à autre chose que du lactosérum. Alors niveau goût déjà, alors bon ça se consomme, pareil, c'est un truc qui est susceptible de contenir des micro-organismes en fonction de comment vous avez traité votre lait, etc. Donc de la même manière, les gens fragiles, les femmes enceintes, les tout ça, attention. C'est souvent considéré comme un déchet, le petit lait. Mais outre le fait que ça se consomme parfaitement bien, hein, bon là il est à température ambiante, ça va peut-être pas être très bon. Si, ça va. Donc ça se consomme très bien en boisson. Alors je vous raconte pas comment après vous allez démouler des cakes, y a pas de problème parce que ça stimule à fond la flore intestinale. Et ensuite ça peut rentrer dans la composition des pâtes quand vous faites de la pâtisserie. Alors comment, faut pas me demander, hein, c'est ce qu'on m'a dit. Moi je pâtisse trop peu pour le savoir. Mais donc vous voyez ces deux saladiers remplis, je ne connais pas leur capacité, mais on a quelques litres hein, quand même. Sur les 10 litres de lait, il y a un sacré paquet qui est passé en lactosérum. Donc maintenant vous savez d'où vient l'expression « boire son petit lait ». Alors déjà la signification de l'expression c'est quand vous êtes satisfait d'une situation, buvez votre petit lait, voilà. Ça doit être un truc à inventer par des fromagers. Toujours est-il que le petit lait, c'est ça. Son vrai nom, ça dépend du point de vue évidemment, c'est le lactosérum. Et donc je le redis, mais si vous n'avez pas envie de faire l'expérience de cailler du lait, essayez, c'est rigolo. Vous n'êtes pas obligé de faire 10 litres, hein, d'ailleurs, prenez votre bouteille d'1 litre ou 2, vous avez votre cahier juste pour la boisson ou quoi. Mais si vous voulez voir à quoi ça ressemble du lactosérum, mais sans le dégoût d'un truc qui sort du pis d'une vache, je vous reparle de ça. Moi j'en bois régulièrement, c'est pas une pub, hein. C'est juste j'aime bien ça, voilà. Et c'est fait avec, il y a combien de pourcents de lactosérum ? Il y a 35% de lactosérum et le reste c'est
quoi. De l'eau, du sucre, et puis c'est pétillant. Voilà, ça se boit bien. Pour ceux qui connaissent pas, voilà. C'est pas pour que vous alliez en acheter ou quoi, c'est pour vous faire découvrir un produit original. Mais bon, l'essentiel à prendre en compte, c'est quand même de, vous voyez, ça réduit vachement. Alors bon, il reste énormément de petits laits. Par contre, le fromage, à la fin, il n'en reste pas grand-chose. J'ai peut-être un bon kilo de fromage blanc qui est quand même quelque chose de très liquide, qui contient encore beaucoup de flotte, mais le fromage, si je le laisse réduire, à la fin, il n'y a plus rien. Enfin, il en reste, mais je veux dire, c'est ridicule. En gros, si on exclut le fromage blanc qui contient quand même encore beaucoup de flotte, hein, pareil pour la faisselle, pour un fromage sec, comptez 10 litres de lait pour 1 kilo de fromage. Et ça diminue vraiment beaucoup. Alors par contre, cette faisselle, moi, elle me paraît encore vachement liquide. Je suis pas trop chaud pour la presser, je suis sûr qu'à la fin il restera rien. Donc je crois que je vais juste la laisser reposer comme ça. Quant à toi, tu contiens encore beaucoup de petits laits. Hein. Alors vous pouvez constater que je suis un producteur régulier de fromage et donc que je suis équipé en conséquence dans la mesure où celui-ci est en train d'égoutter dans mon essoreuse à salade, tenu par des pinces que j'utilise d'habitude pour les vidéos. Elles sont propres. Hein. Alors notre cher ami, je pense que le mieux ça serait encore de le laisser égoutter longtemps. Le problème c'est que à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai un gros tournage de prévu et donc mon setup il va falloir que je le démonte. J'aimerais bien vous montrer ce que celui-ci va donner, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué niveau technique parce que je vais devoir tout démonter, remonter exactement le même setup, je vais pas avoir le temps. Donc ce qu'on va faire, je vais vous montrer ce que ça a donné quand j'ai fait les tests en vue de faire la vidéo, parce que c'était il y a plusieurs semaines, et entre-temps le fromage a eu le temps de moisir. Donc voici le résultat de mes expériences passées, et j'espère que vous pourrez apprendre de mes erreurs, ou de mes errements. Alors malheureusement, depuis le temps, ils doivent faire un peu la gueule, parce que je les ai gardés au frigo pendant tout ce temps, sans rien en faire, donc ils doivent être vraiment très secs. Alors... non, encore que ça va, si, il commence à moisir aussi. Bon. Donc là, nous avons ce qu'il reste de 10 litres de lait. Peut-être garder celui-là à distance. Voilà. C'est 10 litres de lait. Peut-être un petit peu moins, parce qu'on en a un petit peu... Si on a fait aussi un petit peu de fromage blanc, mais on a dû enlever 2 litres. Enfin voilà. Là, vous avez 10 litres de lait. Et... il sent bien celui-là, en fait. Je confirme. C'est rigolo. Alors... donc, les errements. Celui-ci est resté, pas si on le voit, celui-ci est resté au frigo, donc il n'a pas vraiment moisi. Alors il commence un tout petit peu, il n'a pas moisi, par contre il a séché, c'est pour ça qu'il est devenu jaune. À l'intérieur il est encore tout à fait mangeable. Et si ceux-ci sont entamés, ça c'est un tiers qui reste, et ça c'est 2 tiers, de 2 fromages différents. C'est parce que je les ai mangés, et vous voyez je suis toujours là pour en parler, donc ça va. Par contre ceux-ci, donc... celui-ci est resté au frigo depuis quoi, un bon mois, je dirais, et il n'a pas beaucoup de goût. Je pense que ça vient du fait que, bon, non seulement il ne s'est pas développé vu qu'il est resté au frigo, les moisissures n'aiment pas trop le froid, et en plus on ne l'a pas ensemencé. Celui-ci est resté à température ambiante, mais au moment où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas ce qu'il en est, mais celui-ci on l'a fait en septembre, et en septembre 2003 si vous vous rappelez, il a fait bien chaud. Et comme ces trois-là sont restés à l'air libre... Septembre 2003 2023, j'ai dit 2003, bon. Il a fait bien chaud et le fromage, normalement, ça se stocke quand même au frais. Et donc, ils ont moyennement bien séché, ils ont commencé à beaucoup moisir, donc je les ai mis dans un endroit vaguement plus frais, mais dans lequel j'ai mis un assècheur d'air. Et là, ils se sont peut-être un peu trop asséchés, c'est pour ça qu'ils ont jauni et qu'ils sont tout durs. Ceci dit... bon, celui-là, il sent vraiment pas grand-chose, mais ceux-là sentent pas mauvais. Donc, après un séjour à température ambiante, je les ai mis au frigo pour les garder pour la vidéo. Et j'ai eu plusieurs problèmes avec ceux-ci. Donc déjà, le fait qu'ils ont séché trop vite. Donc idéalement, si vous voulez faire sécher un fromage après l'avoir moulé, comme celui-ci, votre fromage... vous le laissez reposer. Alors déjà, il faut le saler généreusement pour aspirer l'humidité qui est à l'intérieur. Et après, vous le laissez reposer sur un linge ou couvert d'un linge pour éviter qu'il y ait des bébêtes qui viennent dessus. Le mieux, c'est de le laisser respirer. En hauteur, oui, il faut sur une volette ou un truc comme ça, c'est bien. Donc, une volette, un linge, le fromage, un relinge pour éviter qu'il y ait les bébêtes qui viennent de tous les côtés. Et régulièrement, vous le salez, vous le retournez dans un endroit frais et sec. Et le problème, c'est qu'en plein été, un endroit frais, c'est pas forcément évident. Donc faites plutôt ça en hiver. Donc, ceux-ci ont eu 2 problèmes. D'abord, ils ont commencé à moisir avec une moisissure
noir et poilu. Est-ce que, Jafar, tu peux nous en parler un petit peu? De notre cher mucor. Exactement. Les champignons, c'est comme les bactéries. T'as les bons et les mauvais. Ceux qui vont être des auxiliaires technologiques qui vont nous aider à fabriquer nos produits, et ceux qui vaut mieux pas manger le soir si tu veux passer une bonne nuit. Le mucor, c'est un exemple de ce qu'on veut pas. Là, il s'est développé à la surface, et nous, pour manger le fromage, on a dû l'enlever. Il valait mieux. Alors par contre, le mucor, c'est pas un champignon dangereux. Non. Il est juste chiant parce qu'en fait, il vient parasiter le fromage. Il va pas lui donner un bon goût. Il est pas fait pour ça. D'ailleurs, quand on a une infestation qu'on dit pour un contamination au mucor, on parle d'accident de fromagerie. Ça veut tout dire. Quand vous avez une fromagerie avec du mucor qui commence à se développer sur les formes culs, faut tout passer au nettoyage parce que sinon, voilà. Donc le mucor, on le reconnaît parce qu'il est noir et poilu. Par contre, attention, je vous dis qu'il n'est pas dangereux, mais si vous faites l'expérience, assurez-vous de l'avoir bien identifié avant de dire c'est pas dangereux. Déjà, il est pas bon à manger, donc il vaut mieux le couper. Et ensuite, les champignons, c'est vrai pour les champignons du fromcu comme les champignons qu'on ramasse en forêt. Attention à bien les identifier avant de dire s'ils sont dangereux ou pas. Je vais vous donner, on va faire un petit hors-sujet 2 secondes. Tous les automnes, des gens vont chercher des champignons en forêt et tous les ans, il y a des gens qui vont ramasser des cèpes. Donc le cèpe, c'est le gros bolet. Vous avez vu, c'est sûrement le champignon sauvage le plus consommé, dans ma région en tout cas. Tous les ans, il y a des gens qui s'intoxiquent avec des cèpes. Pourquoi? Parce que vous avez le bolet normal, la cèpe que vous mangez d'habitude, et vous avez le bolet Satan, qui est exactement pareil, mais avec le pied un peu rouge. Et si on ne sait pas ça, celui-ci il est toxique et on finit à l'hosto. Les champignons, il faut les identifier avant de les becter. Tu peux aller demander conseil à ton pharmacien pour l'identification. Absolument. Qu'est-ce que je disais? Oui, alors celui-ci, il a verdi. Et alors ce champignon vert, c'est plutôt, plus probablement, un pénicillium. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Pénicillium, tu le retrouves souvent en fromagerie. Un exemple les plus parlants, ce sera sûrement le Roquefort. Pénicillium roqueforti, qui donne son nom caractéristique au Roquefort. Et lui, par contre, c'est un champignon qu'on recherche pour l'affinage des fromages. Alors, les pénicilliums, il y en a plein. Déjà, le nom pénicillium, ça vous dit peut-être vaguement quelque chose. C'est de là qu'on tire la pénicilline. Et c'est là, comment il s'appelle? J'oublie toujours son nom. C'est pas Alexander Fleming, la pénicilline? Vous irez Wikipédier tout ça, j'ai comme un doute là. Mais bon, bref, le pénicillium, c'est ce qui donne la pénicilline, c'est un antibiotique. Donc d'instant, on se dit, bon, ça va, c'est bien. Sauf que des pénicilliums, il y en a plein de différents. Déjà, par exemple, vous savez, les trucs verts que vous avez dans les coins de maisons humides, c'est du pénicillium. Ce que vous avez donc dans le Roquefort, c'est du pénicillium. Mais il y en a plein de différents. Et il y en a des bons, et il y en a qui vous envoient à l'hôpital. Donc, à moins de l'identifier sous microscope, en lui filant les bons réactifs auxquels ça va s'attacher, etc., au moindre doute, le pénicillium, voilà. Et on les appelle pénicillium parce qu'au microscope, ils ont une forme de petit pinceau. Ah bah je savais pas non plus ça, tiens. Donc celui-ci pour le consommer, il vaut mieux lui enlever sa croûte dans le doute. Mais a priori dedans ça doit être un peu mieux. Ceci dit, yes, il est devenu dur comme du bois quand même à force de sécher. Donc ce que j'ai fait quand j'ai fait ces fromages, je les ai répartis dans plusieurs moules comme ça, hein, mais vous voyez que le moule était rempli que ça s'est affaissé et à la fin ça ne donne plus que ce petit truc là. Celui-ci sort d'un grand moule. Et il s'est un peu affaissé, il s'est aplati, mais voilà. Moi je dirais bien on va l'ouvrir celui-là. On va peut-être déjà l'ouvrir en deux. On verra à quoi il ressemble dedans. Ah oui, il est raide. Hein. Oh, hé Il est beau. Il a carrément une bonne tronche. Pas mal. Eh, pas si mal. Bon, on va lui enlever sa croûte et on va le manger celui-là. On va essayer de pas s'emmener une phalange au passage. Bon alors c'est con, hein, parce que déjà qu'il reste pas grand chose une fois que ça a séché, j'enlève encore la moitié de la croûte, c'est dommage. Mais, dans le doute, l'ingé microbio, elle a dit dans le doute, tu manges pas. Peut-être que tu les laisses affiner dans un endroit relativement sec et frais, oui, mais pas trop sec non plus. Non. L'humidité, ils aiment bien quand même. Là, il a vraiment trop séché, c'est clair. Voilà. Bon, alors pour que vous voyez vraiment bien à quoi il ressemble, je vais vous le montrer de plus près. Voilà, un fromage à pâte dure, à pâte plutôt sèche. C'est probablement pas un très grand fromage dans la mesure où il a vraiment été fait à la va comme je te pousse, mais on va voir ce qu'il vaut tout de suite. Il a moins de goût qu'il ne sent fort. Enfin, il sent pas fort, il sent bon, il sent le fromage, mais il n'a pas beaucoup de goût.
Et je pense que c'est parce qu'il est trop sec. Ouais, il est pas mauvais en soi, mais il est très sec. On dirait un peu un fromage sec du style parmesan, ou un truc comme ça, mais en moins fort. T'en coupes un bout? Vas-y, donne. Ouais. Je trouve qu'ils sont presque la levure. T'es rigolo. Avec un goût de parmesan qui a mal à finir. Ouais, c'est ça. C'est l'effet que ça me fait aussi. Bon, après, pour un truc fait à la chie dedans, asséché à côté d'un assécheur d'air et tout, c'est pas si mal. On va réessayer cet hiver. Ça marchera peut-être mieux. Bon, il est pas mauvais. Donc, ma foi, même complètement foiré, c'est pas si mal. Donc, imaginez ce que ça donnerait si on savait ce qu'on fait. Mais bon, voilà, maintenant, vous avez les grandes lignes de comment on fait un fromage. Je ne vais pas vous conseiller spécialement comment l'affiner. Je vais vous inviter à faire ce que j'ai fait, c'est-à-dire regarder sur internet les diverses versions qui existent, trouver éventuellement celle qui vous arrange le mieux. Donc les plus courageux d'entre vous, il ne vous reste plus qu'à essayer. Ouais, celui-là il va finir sur les pattes, carrément. Bon, sur ce, à la revoyure. Le frère a un gros ventre tandis que Dieu a béni. Non, c'est la malbouffe.